et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et on se retrouve pour cette émission discussion mensuelle autour d'un sujet qui me tient énormément à cœur et qui est l'idée que dans notre vie personnelle, créative, n'importe quel domaine, tout commence par soi. Avant de commencer à parler du sujet en question, je vous propose la petite mise à jour mensuelle, ce qui se passe dans mon atelier d'artiste créative et sereine. D'abord, le thé du jour est un thé rouge, autrement appelé rooibos. Donc en fait, c'est pas du tout de la plante de thé, c'est de la plante de rooibos, qui s'appelle Pretoria, qui est au cerisier, je crois, et qui vient de chez Le Palais des Thés. Donc c'est ça que nous buvons cet après-midi. N'hésitez pas à aller vous chercher vous-même une boisson pour écouter ce podcast ou regarder cette vidéo si jamais votre environnement vous le permet. Et donc comment s'est passé du coup mon mois de janvier, puisque je tourne cette émission pour février. Alors qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier? En fait le mois de janvier ça a été un petit peu un mois de remise à plat, de remise en place des choses, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes en début d'année, et j'ai notamment tenu à appliquer cette fameuse organisation sereine, cette planification sereine dont on parlait dans l'émission précédente, où je vous parlais de définir une intention et une direction plutôt que d'avoir une liste de buts avec un projet précis à terminer à une date précise. Et en fait ce mois-ci, le mois dernier, je me suis appliquée à adapter cette façon de penser, non pas pour les projets et les objectifs de toute l'année 2024, mais à l'échelle d'un mois et à l'échelle d'une semaine. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'avoir une liste de tâches pour le mois, j'avais une intention et une direction. J'ai un peu adapté les intentions et directions de l'année au mois, avec des projets prioritaires par zone de vie. Et puis ensuite au quotidien, je m'organise avec des créneaux de temps. En fait, il y a un vlog sur le sujet, si ça vous intéresse, sur la chaîne YouTube Floryteller, qui date de l'automne 2023, où je vous ai filmé sur une semaine comment je m'organise avec des créneaux de temps, si vous avez envie d'aller plus loin sur ce sujet-là. Mais en gros l'idée c'est qu'en début de semaine, je m'installe des créneaux de temps sur différentes choses que je dois faire, de l'intendance de la maison à la création artistique, en passant par les créneaux administratifs, comptables, les créneaux de création de contenu, comme l'émission que je suis en train de tourner en ce moment, des créneaux éventuels de communication indépendante que je n'ai pas eu au mois de janvier, mais ils auraient eu leur propre créneau. Et ensuite je sélectionne des projets qui sont prioritaires, un projet prioritaire par zone, par créneau, et ensuite à chaque créneau j'avance le projet en question et je continue à avancer ce projet là dans les créneaux suivants en fait du domaine jusqu'à ce que ce soit terminé. Donc on est sur ce fameux système de, au lieu de me mettre la pression avec une date limite, etc., je choisis consciemment ce qui est prioritaire pour moi en ce moment. Et le fait de choisir une priorité, ça permet aussi d'honorer les engagements externes quand on a des gens qui attendent une date limite de notre part. Du coup on va mettre ça en priorité si on a peur de ne pas attendre la date limite. Et puis d'avancer à mon rythme, c'était aussi une manière d'honorer ma nature humaine, en avançant du mieux que je peux dans les créneaux que je me suis accordés, plutôt que de mettre une pression monstrueuse à terminer les choses à une date précise. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'expérience a été hyper efficace pour moi, puisque quand je regarde tout ce que j'ai accompli au mois de janvier, finalement, j'en ai fait autant, voire plus, je pense, que si je m'étais mis la pression et si je m'étais poussée au-delà de mes limites d'être humain. Pour vous donner un petit exemple, j'ai mis à jour mon site floryteller.com au mois de janvier, j'ai repris la newsletter Note Sereine à laquelle vous pouvez vous inscrire si ce n'est pas le cas, qui est la lettre mensuelle créative et sereine. J'ai repris toutes les contributions sur Patreon, donc j'ai envoyé la capsule de papeterie des mécènes de décembre. Si vous ne le savez pas, je suis présente sur la plateforme de mécénat qui s'appelle Patreon. Vous pouvez me retrouver sur patreon.com/floryteller. Déjà pour soutenir la production de contenu gratuit comme celui que vous êtes en train de consulter actuellement. Et ça me permet aussi
d'offrir des contreparties aux mécènes qui me soutiennent et de continuer à expérimenter et à créer de l'art. Et donc il y a 2 paliers sur les 4, donc le palier qui s'appelle Matcha Latte et Thé d'exception, qui reçoivent de la papeterie par la poste. Et donc les mécènes de décembre ont reçu la papeterie de janvier, c'était sur le thème de William Morris. Donc j'ai eu le temps de créer tout ça et de l'envoyer avant la fin du mois de janvier. J'ai aussi repris les corrections de l'Office des enquêtes discrètes en Paris, qui est un mystère cosy, un petit peu en mode steampunk victorien, régence, un petit truc un peu comme ça avec de la magie. Et j'ai déjà corrigé pratiquement 2 chapitres, non même pas pratiquement, j'ai corrigé 2 chapitres entiers, puisque j'ai terminé le chapitre 2 ce matin au moment où je tourne ce contenu. J'ai aussi réanimé mon blog, donc sur floriteller.com/blog, et j'ai écrit une capsule de bilan de 2023 et attente 2024, qui était un article que j'avais écrit en 2021-2022 et que je n'ai pas écrit début 2023. Bref, tout ça pour vous dire que quand je fais ma petite liste de tout ce que j'ai accompli au mois de janvier, c'est pas parce que je ne me suis pas donné de date limite et parce que je ne me suis pas fouettée pour avancer le plus vite possible et pour me bouger le cul pour être la plus productive possible, etc., que je n'ai rien accompli, bien au contraire. Ce qui m'a amené à me rendre compte d'une chose intéressante, c'est que ça a fait ressortir beaucoup de pensées dans mon imaginaire intérieur autour de pourquoi j'ai cette tendance à me mettre la pression si je fais pas attention, et pourquoi j'ai tendance à vouloir essayer d'être la plus productive possible, de mettre des objectifs, de suivre, de travailler absolument 8-9 heures par jour, etc., etc. Et que c'est pour ça que je parle beaucoup de vie sereine, parce que c'est quelque chose que j'applique consciemment dans ma vie, sans quoi j'ai tendance à être, comment dire, mon propre contremaître sévère de la vie, à me donner des coups de bâton tout le temps et à me dire vas-y, vas-y, faut accomplir, faut finir à telle date, faut être productif, faut ci, faut ça. Et notamment avec cette espèce d'idée qui finalement ne m'appartient pas, qui appartient peut-être à une certaine philosophie dans la société mais qui ne m'appartient pas à moi, qui est que si je ne me donne pas des dates limites, si je ne me bouge pas le cul, si je ne me force pas, c'est comme si les êtres humains étaient paresseux par nature et que si on leur bougeait pas le cul, ils foutaient rien. Et qu'en gros, si je ne me force pas de cette manière-là, je vais me retrouver à passer mes journées à regarder des séries Netflix, à jouer à Baldur's Gate 3 ou à lire des Monster Romance, vous voyez. Et dans la réalité, de ce que je peux constater du mois de janvier, ce n'est absolument pas le cas, bien au contraire. Lorsque j'applique cette graine de vie qui est très importante pour moi, qui consiste à honorer ma nature humaine, que je reconnais que je ne suis pas une machine, que je suis un être organique, qui a des rythmes, qui a des flux, qui a des émotions qui parfois me rendent moins efficace, et que je m'organise en surfant sur la vague de mes rythmes d'être humain plutôt que d'essayer de me tirer par la laisse et de me forcer à avancer quand j'en ai pas l'énergie, et ben je me rends compte que je suis tout aussi efficace, voire plus, parce qu'en plus je fais les choses avec davantage d'enthousiasme et je suis davantage en paix avec moi-même et je suis davantage en coopération avec moi-même quand j'essaie de me forcer à faire plein de choses. Donc c'est très intéressant à constater et à explorer, et c'est aussi une transition parfaite vers le sujet de la discussion du jour, qui est l'idée que tout commence par soi, dans le sens où justement toutes ces idées comme quoi si je ne me force pas, si je ne me mets pas la pression, je vais devenir paresseuse et je ne vais plus rien faire, tout ça ce sont des pensées, on peut appeler ça des pensées parasites, une vision du monde que j'ai intégrée et que je pense de manière inconsciente, de manière automatique sans m'en rendre compte. Et tout ça, en fait ça définit la manière dont j'agis. Le fait que derrière je vais me mettre des dates limites, je vais me mettre la pression, et je vais m'épuiser et je vais faire des burn-out, vous voyez ce que je veux dire. Tous ces résultats-là, ils partent de moi en fait, de mes pensées, de ma vision du monde, qui vont venir, comment dire, déclencher certaines actions qui vont mener aux résultats qu'il y a dans ma vie. Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de l'idée que tout ce qu'on accomplit dans notre vie, en fait, les choix qu'on fait, les routines et habitudes qu'on entretient dans notre quotidien, les projets qui soient personnels, professionnels, créatifs qu'on met en place, même nos relations avec notre famille, nos proches, etc. Tout ce qu'on accomplit dans la vie
part de soi, c'est-à-dire part de notre relation à nous-mêmes, notre relation au monde, de ce que j'appelle notre imaginaire intérieur, c'est-à-dire que la base de tout ça, ce sont nos pensées, nos émotions, c'est-à-dire qu'on ne va aussi loin que ce qu'on se permet inconsciemment de faire, ce qu'on s'autorise, ce dont on se croit capable. Et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que quand je regarde un petit peu mon évolution d'être humain et d'artiste indépendante depuis 10, 15, 20 ans, je me rends compte qu'à chaque fois, je ne suis jamais allée plus loin dans les faits que ce dont je me pensais capable ou autorisée à faire à un moment donné. C'est-à-dire qu'à une époque où je pensais par exemple que l'écriture de fiction et la publication c'était réservé à un certain sérail et que moi je n'étais que petite classe moyenne, que ça m'était inaccessible, et bien à cette époque-là de ma vie, je n'avais même pas terminé un roman, puisque ça ne me paraissait même pas possible, donc je n'essayais même pas. Et c'est seulement quand j'ai fait évoluer cette vision des choses-là, la vision des choses déjà de ce que constitue un écrivain, du pourquoi de l'écriture, qui n'est pas forcément le fait d'être publié chez Gallimard par exemple, mais tout simplement de prendre plaisir à écrire, à progresser, à terminer des romans et à trouver un moyen de les diffuser, que ce soit via une maison d'édition prestigieuse, une maison d'édition plus modeste, une maison d'édition de genre ou en autopublication, ou même directement sur internet via des plateformes comme Wattpad, pourquoi pas, ça fait partie des possibilités. Et bien à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur moi-même pour changer ma vision du métier d'écrivain et la vision de moi-même en tant qu'être humain dans ma classe socioculturelle, etc., de ce qui m'était possible, et bien c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'inscrire sur des forums d'écriture, à prendre des ateliers d'écriture, à m'acheter des bouquins sur l'écriture, à écrire, où j'ai terminé mon premier roman, où j'ai réussi à terminer mon premier roman, et où ensuite j'ai progressé dans ma carrière d'écrivaine. Et ben je ne suis pas arrivée là tant que je ne croyais pas que c'était possible pour moi, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est l'idée que le parcours qu'on fait, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie créative, dans la vie personnelle, part de soi et dépend de là où on en est, nous, dans notre tête, dans nos émotions, dans notre vision des choses, etc. Avant de continuer, je tiens quand même à préciser que nous avons toutes et tous différentes cartes en main qui ne sont pas forcément justes ou égalitaires. C'est-à-dire que lorsque je vous dis que tout part de soi, ça ne veut pas dire que tout le monde est sur un pied d'égalité, que tout le monde part avec les mêmes chances. Bien entendu qu'en fonction de notre éducation, en fonction de notre statut socioculturel, en fonction de notre ethnie, en fonction de nos origines, en fonction de notre peut-être sexe, genre, ce genre d'identité-là, en fonction de notre entourage, du métier qu'ont nos parents, nos proches, etc. On va avoir un certain nombre de cartes en main, certaines d'entre elles étant des privilèges, d'autres étant au contraire des choses qui nous mettent des bâtons dans les roues. Donc la vie, la société ne sont pas justes ou égalitaires et je suis pas en train de dire le contraire de ça. Ce qui part de soi, c'est de prendre conscience des vraies cartes qu'on a en main déjà, aussi bien prendre conscience des privilèges que prendre conscience des difficultés qu'on va devoir surmonter, et notre capacité à jouer ces cartes-là et comment on va les jouer et la manière dont on va tracer notre propre route qui tient compte de ces cartes-là qu'on a en main, positives ou négatives, vous voyez ce que je veux dire. Donc je voulais quand même vous dire ça, que je suis pas en train de nier le fait qu'on part pas tous du même endroit, et pour reprendre l'exemple de l'écriture, c'est probablement vrai que si j'étais issue d'un milieu socio-culturel plus élevé, d'une certaine élite, si j'avais dans ma famille des écrivains publiés dans des maisons d'édition prestigieuses, etc., c'est probablement vrai que j'aurais plus facilement pu devenir une écrivaine publiée par une maison d'édition reconnue, invitée dans les émissions littéraires à la télé, etc. Parce que j'aurais eu des membres de ma famille qui m'auraient donné accès, parce que j'aurais vu aussi la possibilité dans ma famille, devant moi, de ça, et que du coup ça m'aurait davantage ouvert de portes, aussi bien dans la vraie vie, des vraies portes, que dans ma tête.
c'est très très probable. Mais le fait de prendre compte... Déjà, il y a plusieurs manières de devenir écrivain. C'est pas parce que cette carte-là, ce privilège-là n'est pas entre mes mains que je ne peux pas être écrivaine pour autant. La preuve, 15 ans après l'époque où j'avais cet imaginaire-là autour de l'écriture, je vous parle en tant qu'artiste et écrivaine indépendante. J'ai créé ma petite maison d'édition, j'ai terminé plusieurs romans, je suis en train actuellement de corriger la première novella qui va sortir dans la collection Café Litté, j'ai publié des choses sur Wattpad, j'ai participé à un forum d'écriture pendant des années, donc la preuve que c'est pas parce que j'ai pas cette carte-là en main que c'est impossible pour moi de pratiquer l'écriture et de progresser en tant qu'écrivaine, etc. Mais voilà, je voulais reconnaître le fait que nous partons tous et toutes avec des cartes en main qui ne sont pas les mêmes, et justement, quand je dis que tout commence par soi, tout commence peut-être aussi par prendre conscience des cartes qu'on a en main à cet instant T de notre vie. Et je voulais donner comme métaphore, pour faire un petit peu passer ce que je veux dire par là, c'est imaginer que notre vie c'est nous sur un navire, et donc on est capitaine d'un navire, avec un gouvernail, avec des voiles, avec des gens qui rament, etc. etc. Et quand je dis que tout commence par soi, c'est comme si soi on était le navire. Et naturellement, on va naviguer sur une rivière qui est finalement là où on a dit d'aller, qui correspond à l'éducation qu'on a eue, qui correspond à ce que la société nous a dit qui était notre route, etc. C'est aussi notre zone de confort. C'est facile, il suffit de suivre la rivière dans le sens, l'eau elle est calme, on sait où est la direction, etc. Mais imaginez que le navire il arrive, donc on est à l'embouchure, on sort de la rivière, enfin du fleuve en l'occurrence, et on arrive en pleine mer. Et souvent ce qui va se passer, c'est que on se dit que ce qui va nous guider en pleine mer, c'est les choses extérieures, c'est-à-dire ça va être les vents marins, ça va être les courants aussi de l'eau qui vont nous guider plus ou moins notre navire. On va se dire que ça va être la tempête, s'il y a une tempête devant nous et que le navire il se trouve au milieu de la tempête, ben, ça va être plus difficile. Et c'est vrai que tous ces éléments-là existent, et les circonstances extérieures, les opportunités extérieures, toutes ces choses dans notre vie, elles existent. Mais quand je dis que tout commence par soi, c'est que si notre navire n'est pas solide en premier lieu, si on essaye d'aller en pleine mer avec une péniche bateau-mouche qui est faite pour faire visiter la Seine aux touristes à Paris, ça va pas durer longtemps. Et que quel que soit finalement, même si la mer est très calme, ensoleillée, c'est-à-dire que même si les circonstances extérieures sont les plus propices du monde, si nous on n'a pas travaillé sur notre propre navire, si on n'a pas renforcé la coque, si on n'a pas recruté un équipage capable de s'occuper des voiles, etc., si on ne sait pas dans quelle direction tourner le gouvernail, bah on n'arrivera pas à naviguer en mer pour autant. Et à l'inverse, si on s'est bien préparé, si on a recruté un super équipage, qu'on a un navire qui est fait pour naviguer en pleine mer, qu'on a renforcé la coque, qu'on a prévu toutes les provisions, etc., pour éviter d'attraper le scorbut, bon, j'y connais pas forcément très bien en navigation, donc prenez la métaphore pour ce qu'elle est, hein. Mais du coup, si on est tout bien préparé, qu'on arrive en mer, même si on est face à des tempêtes, même si on est face à des vents contraires, même si on est face à des courants qui essayent de nous faire dériver de notre destination, ben, au final, on va quand même réussir à avancer. Et pour moi, la métaphore, elle est là, c'est que nous sommes le navire, quelque part, et que la manière dont la société est faite, en tout cas moi, ça a été mon expérience en tant que jeune femme qui suis partie à Tokyo toute seule à 20 ans, qui me suis posé des questions sur là où je voulais emmener ma carrière quand j'ai choisi mon master, etc. Et pour toutes mes décisions de vie qui ont suivi en tant qu'être humain, bah on sait pas trop par où commencer justement quand on n'est pas guidé, qu'on se demande où est-ce que, voilà, qu'on est avec ce gouvernail et qu'on se demande où est-ce que j'ai envie d'aller. Ce que j'ai eu tendance à faire et à trouver, c'est un petit peu des recettes toutes faites. Ah ben faites ci, faites ça, engagez-vous dans tel truc, vous voulez devenir écrivain, ben faites ABC, vous voulez lancer votre carrière de communication, ben cherchez un stage dans XYZ. C'est-à-dire qu'on nous parle de partez en mer quand il y a du soleil, et puis mais on nous parle pas de soi. On nous parle pas. En fait, j'ai l'impression qu'on vit dans une société où on ne nous dit pas, ou en tout cas, moi j'ai vécu en tout cas dans un milieu socioculturel où on ne m'a jamais dit
de prendre garde à ma santé mentale et émotionnelle, de prendre garde à mon imaginaire intérieur, de commencer par me demander de quoi j'ai envie et pourquoi, qui j'ai envie d'être et pourquoi, quel rêve j'ai vraiment moi et pourquoi, quelles sont les cartes que j'ai en main et comment je choisis de voir le monde, comment je choisis d'aborder les choses, de travailler sur moi tout simplement, sur mon imaginaire intérieur, sur mes émotions, sur toutes ces choses-là. Et c'est un travail qu'il a fallu que je fasse, alors que j'ai fait en plusieurs étapes, parce que quand je suis partie au Japon, ça a été une grosse perte de repères. Et j'avais 20 ans. Donc, maintenant que j'approche des 40 ans, je me dis, bon sang, être partie à 10 000 km de chez moi à 20 ans, j'avais quand même beaucoup de courage. Mais en tout cas, c'était très déstabilisant et ma maman m'avait envoyé un colis avec plein de bouquins de développement personnel, de psychologie et de philosophie. Et ça a été le début de mon cheminement, justement, de travail sur moi. Par la suite, lorsque j'étais en stage de fin d'études et que j'ai commencé ma carrière de communication, donc là on est rendu en 2010-2011, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est simplicité, minimalisme, qui a été une remise en question de la société de consommation, et qui a été une manière de travailler sur moi, puisque ça a été travailler sur les croyances autour de ce qui rend heureux. Est-ce que c'est vraiment le fait de gagner le plus d'argent possible, de monter les échelons d'une carrière traditionnelle et de s'acheter plein de trucs qui rend heureux ou pas? Ensuite, si on continue à avancer dans le temps, en 2016, j'ai fait un burn-out et j'ai quitté mon CDI. Donc c'était quelques mois avant que je lance les bulles nomades de mon podcast pour la première fois. Et là aussi, ça m'a forcée à faire ce travail sur moi. J'ai été suivie par une psychologue pendant plusieurs années. J'ai ensuite été suivie par une coach pendant plusieurs années. Et c'est là que j'ai pris conscience, à travers les écueils de la vie en fait, de l'importance du travail sur moi. Si on reprend la métaphore du navire, c'est comme si mon burn-out, ça avait été... mon navire s'est échoué sur des écueils. La coque a été ouverte, j'ai failli... le navire a failli couler, et du coup, je n'avais pas le choix que de m'arrimer à un port et de réparer la coque du navire qui est moi, mon imaginaire intérieur, mes émotions, etc. Et du coup, maintenant que je fais ce travail sur la solidité de mon navire, quelque part, eh bien il est plus à même, alors certes, de naviguer en pleine mer quand elle est calme et qu'il fait soleil et que le vent va dans mon sens, mais il est également plus à même de naviguer à travers les tempêtes, les changements inattendus, les deuils, les choses comme ça, qui sont de toute façon inévitables dans une vie humaine. On peut pas, si on veut naviguer en pleine mer, on peut pas esquiver les tempêtes ad vitam aeternam. Il y a un moment donné où on va vivre des difficultés, et je me suis rendu compte que ce qui m'aide le plus, c'est de travailler sur, de commencer par moi-même, et ensuite de réfléchir dans quelle direction j'ai envie d'aller, quelles sont les cartes que j'ai en main pour le faire, etc. Mais à partir d'un ancrage en moi-même. Et que c'est à partir de là que je peux aller plus loin. Donc en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que au lieu de mettre l'emphase d'abord sur les circonstances extérieures et les opportunités extérieures et les possibilités extérieures, etc., l'idée que la piste que je vous propose d'explorer pour vous-même, et c'est à vous de voir, vous prenez, vous laissez, c'est à vous de voir ce qui vous parle aujourd'hui, là où vous en êtes dans votre vie, mais la piste que j'ai envie de vous proposer, c'est avant tout de commencer par vous-même. Et ensuite, à partir de cet état des lieux-là, d'où en est votre navire, comment vous voyez le monde, comment vous voyez les choses, comment se portent vos émotions, de quoi vous avez vraiment envie pour vous-même, quelles sont les cartes que vous avez en main aujourd'hui dans votre vie, etc. Et à partir de là, réfléchir à la direction à emprunter. Donc en fait, le plus important, la base, l'essentiel pour moi, quoi qu'on vive par la suite et quelle que soit la vie qu'on souhaite mener par la suite, c'est d'être en lien avec soi-même. Tout commence par soi, concrètement ça veut dire ça, ça veut dire être en lien avec soi-même, être en lien avec nos émotions, qui sont un signal que nos besoins sont remplis ou au contraire insatisfaits. Les émotions, c'est un peu le signal qui nous dit que la coque du bateau commence à être fragilisée et qu'il va falloir aller explorer à quel endroit c'est fragile et comment est-ce qu'on pourrait le renforcer, par exemple. C'est justement d'honorer nos besoins d'être humain. Et là, je vous invite à vous tourner notamment vers l'outil des 14 besoins fondamentaux
Je ne me rappelle plus du nom de l'infirmière qui a mis ça en place dans les années 1940 je crois, mais elle a établi une liste de 14 besoins fondamentaux. Si vous cherchez sur Google 14 besoins fondamentaux, vous allez la trouver, et qui peuvent vous permettre d'avoir une piste. Si vous sentez que vous avez des émotions désagréables, qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli mais que vous n'arrivez pas à mettre des mots sur ce besoin non rempli, peut-être qu'en lisant la liste des besoins fondamentaux, il y a des choses qui vont venir à votre conscience et qui vont vous dire tiens oui c'est ce besoin là je me sens pas respectée dans ce besoin là. Donc ça voilà, pour moi il est là l'essentiel, c'est de vraiment consacrer du temps en fait à écouter nos émotions, à écouter nos besoins, à écouter nos envies, à écouter notre âme humaine en fait, nos inspirations, nos intuitions, nos sources de satisfaction et nos sources d'insatisfaction, et d'apprendre à se connaître en fait, apprendre à connaître notre propre imaginaire intérieur, apprendre à connaître les pensées qu'il y a dans notre tête, et peut-être prendre conscience qu'il y en a avec lesquelles on n'est pas d'accord. Tout comme l'exemple dont je vous parlais en tout début d'émission, quand je vous disais qu'il y avait cette pensée dans ma tête que si je ne me si je ne me flagelle pas comme un âne là, pour avancer avec date limite et etc, je passerai ma journée devant Netflix. Ça c'est une pensée qui ne m'appartient pas, dont je n'avais pas conscience, et c'est le fait de prendre conscience de cette pensée qui me permet de me dire non mais attends, je suis pas d'accord avec cette pensée, c'est une pensée qui appartient... On pourrait en discuter de ça, à mon avis ça vient de l'époque à la fin du 19e où les dirigeants ont décidé que les ouvriers étaient paresseux et qu'il fallait les forcer à travailler, vous voyez, à l'époque de la révolution industrielle. C'est une grosse simplification de cette problématique-là, mais je pense qu'il y a une origine de cette pensée-là dans notre société qui vient de là, de l'idée que les êtres humains sont profondément paresseux et un peu maléfiques, etc. et qu'il faut les forcer pour les mettre dans le droit chemin, vous voyez. Mais c'est une pensée avec laquelle je suis pas du tout d'accord. Donc le travail sur soi, il est là-dedans aussi, c'est de, quelque part, de rentrer en lien avec soi-même, d'apprendre à se connaître soi-même et d'apprendre à sortir de notre inconscient toutes ces choses-là. Ça peut être des émotions non résolues, ça peut être des pensées avec lesquelles on n'est pas d'accord, il y a plein de choses. Et justement, si vous suivez un petit peu mes contenus, vous savez peut-être que à partir du printemps 2022 et pendant un an et demi, j'ai été très épuisée pour beaucoup de raisons, notamment en lien avec ma vie créative et professionnelle. Et il y a beaucoup d'habitudes qui se sont un petit peu délitées au fil du temps, on en parlera dans une émission future, puisque je suis en train de remettre en place un petit peu les routines et les habitudes dans mon quotidien. Mais une routine à laquelle je me suis accrochée en traversant justement cette tempête de la vie, ça a été de rester en lien avec moi-même, notamment en ce qui me concerne. Une routine efficace pour moi, avec mon caractère à moi, pour rester en lien avec moi-même, c'est d'écrire dans mon journal. Donc j'ai un parle-singe, ce que Julia Cameron appelle les pages du matin. Et donc tous les matins, j'écris 1 à 2 pages au format A5 pour vider ce qui se passe dans ma tête, qui permet de conscientiser les pensées et les émotions, et en fait de garder un lien quotidien avec moi-même, et de prendre soin finalement, c'est une forme d'hygiène mentale et émotionnelle. Et j'ai également un journal d'introspection dans lequel j'écris en général le week-end, pas forcément tous les week-ends, ça dépend du besoin que je ressens, et où là je vais explorer des pensées plus conscientes. Par exemple, c'est là où je vais me demander pourquoi est-ce que je ressens le besoin de me mettre autant de pression avec date limite et des choses comme ça, alors que je suis indépendante et que j'ai une forte liberté de mon temps en ce moment. Et où là ça va me permettre de plonger de manière, en portant mon attention sur un sujet en particulier, je vais plonger dans mon imaginaire intérieur. Donc ça c'est 2 routines qui m'ont été hyper utiles, ce qui m'amène à vous parler des outils pour commencer par soi, sachant que je ne suis pas une professionnelle de la santé, hein. Je ne suis ni psy ni coach, je suis une artiste indépendante et je vous parle à partir de mon expérience personnelle. Donc déjà, je vous invite à vous demander si peut-être un regard extérieur peut vous être utile. Personnellement, j'ai été suivie à la suite de mon burn-out par une psy et à la suite de ma psychothérapie, j'ai été suivie par une coach pour un petit peu servir d'étrier pour la mise en selle de ma carrière d'artiste indépendante. Ça m'a été ultra utile d'avoir un avis extérieur et professionnel sur la question. Donc cela étant dit, après les outils qui m'ont aidé moi en autonomie, alors je suis très introvertie, du coup c'est plutôt des outils
de moi avec moi-même, donc écrire dans mon journal. J'ai également un journal de gratitude qui me permet de me focaliser sur les choses qui vont bien dans ma vie, ce pourquoi je peux être reconnaissante et ce qui me satisfait, qui est aussi une façon de se connaître, savoir un petit peu ce qui nous rend heureux et heureuse. Si vous êtes plus extraverti, ça peut peut-être vous aider de rentrer dans une communauté autour d'un sujet en particulier. Donc ça peut être une communauté de développement personnel, de philosophie, de psychologie, de travail sur soi, etc. C'est possible. Mais ça peut aussi être une communauté autour des projets de vie qui vous intéressent et dans lesquels vous souhaitez progresser en ce moment. Par exemple, moi ça a été le fait de rejoindre un forum d'écriture qui m'a énormément aidé à avancer en écriture. Ou de vous entourer d'un groupe de personnes parmi vos proches qui sont ouverts à ce genre de discussion et peut-être de mettre en place un rendez-vous régulier physique ou à distance pour parler de ce genre de sujet-là. Moi, malgré mon introversion, ça m'a aidée. Puis il y a eu un moment où ça prenait trop d'énergie sociale dans ma vie, donc j'ai quitté pas mal de communautés pour pouvoir me recentrer sur moi. Mais si vous êtes extraverti, ça peut peut-être vous être utile à plus long terme, par exemple. Et enfin, je ne peux pas vous parler d'outils d'exploration de soi sans vous parler du voyage créatif, qui est l'outil d'introspection créative que j'avais mis en place il y a quelques années, que je suis en train de mettre à jour pour vous en parler depuis une place d'artiste qui connaît les outils créatifs, etc. Et donc le voyage créatif, je l'ai créé exactement pour ça. Je l'ai créé exactement pour partir de soi, en fait. Puisque si vous ne connaissez pas du tout, c'est un modèle en 6 phases qui part de soi. Donc il y a simplicité, je reviens à l'essentiel, introspection et inspiration, c'est-à-dire écoute de soi et aller regarder un petit peu ce qui nous inspire dans l'environnement. Ensuite, il y a création et organisation qui est le passage à l'action. Et ensuite la connexion, où on revient à soi et où on se connecte avec les autres. Et en fait les phases, elles sont dans cet ordre-là, précisément pour vous donner des rails autour de réflexions, que ce soit pour vos routines de vie sereine ou pour un projet en particulier, pour justement apprendre à partir de soi. Et à élaborer la réflexion à partir de notre imaginaire intérieur, de nos valeurs, de nos envies, de l'identité qu'on souhaite cultiver, etc., etc. Donc, si tout ça c'est un petit peu abstrait pour vous, que vous savez pas trop par où commencer, peut-être vous pouvez vous intéresser au voyage créatif. Je vous mettrai dans la description de la vidéo et les notes de l'émission de podcast le lien vers la page sur mon site de voyage créatif, floriteller.com/voyage-créatif, où j'ai résumé un petit peu tout ce qu'il y a à savoir et toutes les ressources disponibles autour de ça, sachant qu'il existe également un PDF en accès libre avec le résumé des 6 phases que vous pouvez télécharger, et je produis régulièrement du contenu, que ce soit en vidéo ou en podcast, pour vous donner des exemples concrets de comment j'utilise le voyage créatif dans mon quotidien. Et je pense qu'il y aura des ressources plus approfondies qui vont s'en venir si vous consultez ce contenu longtemps après sa création. Sur la page en question, là, floriteller.com/voyage-créatif, vous aurez la liste des dernières choses qui sont sorties. C'est un outil qui m'est extrêmement utile en tant qu'être humain, en tant que créative, en tant qu'artiste et en tant que personne qui souhaite sortir de ma zone de confort et accomplir des choses. Donc j'ai bien l'intention de continuer à exploiter cet outil pour vous apporter ce que je peux à mon niveau avec l'expérience que j'ai en tant qu'artiste et en tant qu'experte en communication créative. Voilà, donc c'est ça la discussion que je voulais avoir avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile, que ça a planté des graines intéressantes dans votre imaginaire intérieur. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, à nous le dire si vous souhaitez continuer cette discussion qui est assez complexe. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler dans une discussion longue en podcast, et il y aurait plein d'autres sujets à aborder autour de tout ça. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions sous la vidéo YouTube si vous regardez ça en vidéo, sous les notes de l'émission sur floriteller.com/bn198 si vous écoutez ça en podcast. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord de la maison d'édition, où il y a tout un tas de salons publics ouverts à toutes les personnes qui nous rejoignent via le lien d'invitation qui est également dans les notes de l'émission, pour avoir des discussions peut-être plus en direct autour de tout ça si ça vous intéresse. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir consulté ce contenu jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!